Je disais, plus de 300 photos et vidéos envoyées. On en est où aujourd'hui dans l'analyse de ces images? L'analyse se poursuit pour identifier un maximum d'auteurs et pouvoir après les identifier, et, comme je l'ai dit, et les poursuivre éventuellement devant le tribunal correctionnel ou toute autre sorte de poursuite que le parquet peut mener, comme des médiations pénales, faire payer des transactions, enfin tout l'éventail de poursuites dont le parquet Alors, est une doté. arrestation pour l'instant donc de ce rappeur. Les autres vont suivre assez rapidement ou il faudra beaucoup de temps pour analyser tout cela? Je ne peux pas vous donner de timing. Effectivement, il y a une personne qui a été arrêtée et qui comparaîtra devant le tribunal correctionnel début janvier. Les identifications se poursuivent et je ne peux pas vous donner de timing. Je ne vais pas m'engager sur un timing par rapport à ces identifications. C'est un travail qui est compliqué. Ce n'est pas parce qu'on voit une personne sur une vidéo qu'elle est par définition identifiée. Et une fois qu'elle est identifiée, il faut pouvoir lui imputer un certain nombre de faits avant de pouvoir donner une suite judiciaire. Ouais. Alors Olivia Venet, donc bonsoir. Donc, Bonsoir. cette identification, est-ce qu'elle vous pose question à vous? Bien, on peut toujours identifier des personnes sur des vidéos. On a déjà vu ça dans de nombreux dossiers. Ça se fait régulièrement en matière pénale, des appels à témoins. Alors ça va demander quand même beaucoup de travail pour la police. Donc il faudra voir en combien de temps ça va être fait. Ça n'est pas toujours facile non plus, aussi de l'expérience du côté de la défense, d'identifier de manière certaine les personnes et aussi de pouvoir leur imputer des faits. Alors il faudra voir dans quelles conditions, et ce sera vérifié au cas par cas en fonction de chaque dossier, dans quelles conditions ces vidéos ont été obtenues par la police et comment elles ont été exploitées, comment les personnes ont été identifiées et quels sont les faits qui leur sont imputés, mais à chacun de manière personnelle et au cas par cas. Oui, donc c'est un véritable travail de bénédictin. Donc qu'est-ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, on se dise, on engage des poursuites maintenant à propos de ce qui se passe là, sur cette image-là? Il y a plusieurs éléments. Il faut d'abord qu'on voit sur l'image qu'une infraction a été commise. Et si une infraction a été commise et qu'on voit un certain nombre de personnes en train de commettre cette infraction, il faut pouvoir les identifier. Et donc il faut qu'on voit la dégradation, il faut qu'on voit quelqu'un casser, quelqu'un lancer des pavés, etc., etc. Effectivement, nous sommes dans un État démocratique. Nous n'allons pas poursuivre toutes les personnes qui se trouvaient présentes sur les lieux au moment où il y a eu les dégradations qui ont été commises simplement parce qu'elles se trouvaient sur les lieux. On doit pouvoir systématiquement imputer un fait particulier à une personne particulière pour pouvoir le poursuivre éventuellement devant le tribunal correctionnel. Oui, alors c'est là où se situe toute la difficulté, c'est qu'on puisse effectivement reconnaître vraiment la personne et qu'on la voit vraiment commettre cet acte. Alors ça, c'est évidemment par rapport à la vidéo. C'est vrai aussi que ce n'est pas le seul moyen de preuve qu'on connaît dans notre droit pénal. On peut avoir des témoignages, des enquêtes de téléphonie, des enquêtes bancaires, peut-être dans d'autres types de dossiers, mais tout un tas d'autres informations qui permettront aussi peut-être de recouper éventuellement des vidéos. Alors ici, la difficulté, c'est que les personnes n'ont pas été arrêté au moment même en flagrant délit, donc c'est par la suite qu'on enquête, et donc il faut effectivement pouvoir lier directement un fait qui est pénalement répréhensible, un délit qui a été commis, un coup, une dégradation à une personne. Sinon, on ne peut pas condamner cette personne, et ça c'est notre système judiciaire tel qu'il fonctionne. Vous trouvez ça étonnant, vous, qu'il n'y ait pas eu d'arrestation en flagrant délit ce soir-là? Alors, étonnant, je n'étais pas sur place, je ne sais pas comment les choses se sont passées, évidemment. Ce qui est évident, c'est que ça aurait été probablement plus facile d'entendre au moins des gens sur place au moment où les faits se produisent et que ça aurait peut-être permis d'obtenir des preuves. Maintenant, qu'on arrête tout un tas de gens en flagrant délit sans savoir ce qui se passe, je pense que la situation était particulièrement chaotique. Dans le chaos, c'est aussi difficile de faire des arrestations et d'identifier qui sont les personnes responsables. Et ça, c'est aussi notre travail en tant qu'avocat de la défense, de s'assurer que les droits de ces personnes soient protégés et qu'on n'arrête pas n'importe qui, n'importe comment, évidemment. Mais par ailleurs, ça rendra le travail de la police maintenant pour poursuivre ces personnes probablement plus difficile. Oui, alors justement, vous, ça n'aurait pas simplifié votre tâche si ce soir-là, il y avait eu des arrestations de personnes en flagrant délit? Je ne sais pas, oui, en théorie oui, mais les exigences sont les mêmes qu'on soit en flagrant délit ou après le flagrant délit. Donc ça veut dire que si on arrête quelqu'un en flagrant délit au moment même des faits, il faut que la police puisse nous apporter des éléments qui démontrent que cette personne qu'on a arrêté au moment même a commis des faits et qu'on peut lui imputer ces faits. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat sur ce qu'aurait dû faire la police, ce qu'a fait la police, ce qu'elle n'a pas fait. Non, on parle juste de votre travail. On est d'accord, mais simplement
vous expliquer, la police, dans ce genre de cas, a 2 obligations qui découlent de la loi sur la fonction de police. Quand il y a des émeutes, quand il y a des débordements, des rassemblements où des crimes et des délits sont commis, la loi sur la fonction de police dit que, 1, la police doit les disperser, et 2, elle doit identifier les auteurs des crimes et délits et les dénoncer au procureur du roi. Disperser une manifestation et identifier, ce sont 2 tâches totalement différentes. Et donc c'est très très difficile de concilier les deux. C'est quelque chose qu'on connaît. Vous savez, à Bruxelles, il y a des manifestations, des centaines de manifestations par an, et il y a malheureusement, dans certains cas, des débordements. Ce sont des choses qu'on connaît de manière régulière, et à certains moments, on arrête certaines personnes en flagrant délit. À d'autres moments, on fait des enquêtes plus en profondeur, comme on dit, et on parvient à identifier, après quelques jours, quelques semaines, des auteurs des faits qui ont été commis durant ces manifestations. Oui, alors vous le disiez, hein, l'utilisation des images est courante aujourd'hui. Bon, un appel à témoins d'une aussi large ampleur, il n'y en a pas souvent, hein, Jean-Marc Meyer, c'est vrai. Hein. Non, c'est vrai, Ouais. mais bon, voilà, nous vivons dans notre époque et nous savons aussi que tout le monde utilise son smartphone dès qu'il y a des événements, et donc c'est un élément dont nous pouvons disposer, et nous aurions tort de nous en priver si l'on veut effectivement pouvoir identifier un maximum d'auteurs de ces faits. Oui, mais de votre expérience, la charge de la preuve est difficile à établir ? Alors ça dépend toujours de la qualité des images, mais c'est vrai qu'on a régulièrement vu des images qui peuvent être très aléatoires dans des dossiers, notamment les images de vidéosurveillance. Il faut voir les smartphones, les qualités qu'ils ont aussi. Et aussi, même si on a une image, enfin on a vu nous ces images dans les médias, donc on peut en parler de ces vidéos, identifier quelqu'un, il y aurait quelqu'un que vous connaîtriez dans cette foule qu'on voit, je ne suis pas sûre que je serais capable de le reconnaître, même si c'est quelqu'un que je connais. Et donc évidemment, il faut pouvoir dire précisément de qui il s'agit. Et il y a des personnes dont c'est le métier, d'ailleurs, il y a des gens qui font de la reconnaissance, d'imagerie faciale, on a déjà vu ça dans certains dossiers pour dire, on peut dire qu'on reconnaît tel et tel point. C'est des analyses extrêmement compliquées, j'entends 300 vidéos, ça va être effectivement un gros travail. C'est vrai qu'il y a une attente très très forte. Hein. Comment vous la vivez ? Parce qu'on a l'impression que vous êtes face à une obligation de résultat. Non, on n'est pas face à une obligation de résultat, mais je voulais justement rebondir sur la question de ces images. C'est un élément, je conçois que c'est un élément qui attire l'attention, notamment sur le plan médiatique, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas courant, mais il est assez rare, sauf si les images sont d'excellente qualité, mais il est assez rare qu'on amène un dossier au tribunal uniquement sur base des images. Une fois qu'on a des images qui nous permettent d'identifier quelqu'un, il y a aussi tout un travail d'enquête pour déterminer si c'est bien la bonne personne, si elle se trouvait au moment des faits, des témoignages, des autres images pour recouper si oui ou non. Enfin, il y a tout un travail d'enquête derrière qui doit se faire pour permettre d'identifier clairement et d'imputer un certain nombre de faits. Donc les images, ça attire beaucoup l'attention, mais il y a tout un travail d'enquête derrière qui doit être fait aussi, parce que nous avons, et de nouveau c'est une obligation dans un État démocratique, comme parquet, nous avons la charge d'apporter la preuve de ce qu'on veut, de ce qu'on pense qu'une personne a commis, et on ne va pas venir simplement avec une image au risque de voir un acquittement. Ça n'est pas non plus l'objectif pour nous. Et au niveau des peines encourues, est-ce qu'elles sont importantes ? Elles peuvent être importantes. Ça dépend du délit, évidemment. Hein. Oui, ça dépend tout à fait du délit. Mais enfin, là, je pense qu'on parle, les délits dont on a parlé, par exemple, au sujet de cette arrestation, menace, utilisation de moyens électroniques, ce ne sont pas des peines extrêmement importantes. Les peines coups et blessures, par exemple, coups et blessures simples sans incapacité, c'est un maximum de 6 mois. Donc on n'est pas dans des peines énormes. Dégradation volontaire, de mémoire, je ne connais pas, mais ce n'est pas des peines énormes non plus. Mais évidemment, c'est toujours adapté aussi en fonction de la personne. Ça, c'est le principe du droit pénal, c'est que si c'est une personne qui a ou pas des antécédents, son attitude aussi par rapport aux faits, son attitude par rapport au tribunal, et sa reconnaissance ou sa non-reconnaissance des faits sont des éléments qui joueront sur la peine. Oui. Mais je parlais de cette pression qu'il y a sur vous aujourd'hui, elle est importante. Comment on la vit au sein du parquet ? Je ne pense pas qu'il y ait... Enfin, il y a une pression parce qu'il y a des faits graves qui se sont passés et qu'il est de notre rôle, il est de notre mission j'imagine que la question, c'est pourquoi on a encore arrêté qu'une personne ? Comment ça se fait que ça prend 30 ans ? Est-ce qu'il faudrait aller plus vite ? Ce genre de questions, on vous les pose tout le temps. Maintenant. On nous les pose tout le temps, mais je suis là pour les expliquer. Ça n'est pas une pression. Je pense que c'est justement l'occasion d'expliquer notre travail, la manière dont on travaille. On est dans une période où les gens veulent établir des responsabilités immédiatement, déterminer qui fait quoi, très rapidement traduire les auteurs d'infractions devant les tribunaux. Oui, on peut le faire le plus rapidement possible, mais je suis là aussi pour expliquer que ce sont des choses qui prennent du temps et pourquoi ça prend du temps ? Parce qu'il faut que c'est une garantie pour chacun des citoyens. Si vous vous promenez, venez au moment sur le boulevard Lemonnier au moment des faits et que simplement parce que vous étiez là, vous êtes traduit devant le tribunal, je pense qu'il y a un certain nombre de droits à respecter pour que ça se passe convenablement. Et donc oui, on est là
Moi, je ne ressens pas spécifiquement de pression. Il y a aussi tout un contexte politique autour dont moi, je n'ai pas à m'occuper par rapport à la gestion des dossiers judiciaires. Il y a aussi tout un contexte politique autour parce que le débat ne se passe pas uniquement sur l'analyse des images, mais aussi sur faut-il une zone de police à Bruxelles, etc., sur la sécurité à Bruxelles de manière générale. Et ça, ça c'est un autre type de pression, mais fort heureusement, moi, je n'y suis pas soumis. Oui, on parlait de ces réactions politiques, hein, celle de Theo Franken qui demande la création d'une phase team qui serait chargée de débusquer les fauteurs de troubles d'origine étrangère en situation irrégulière. Vous en pensez quoi de cette proposition? Effet d'annonce, provocation? Alors, sur le fond de la proposition en tant que telle, j'ai même pas envie de m'exprimer, mais ce que je trouve incroyable, c'est que de faire cette déclaration-là, maintenant, dans ce contexte-là, c'est vraiment, et ça c'est ce que je trouve qu'il faut refuser, de nouveau une assimilation entre délinquants et étrangers. Et ça, c'est quelque chose, on ne peut pas dire que tous les étrangers sont des délinquants en tant que tels. On ne peut pas dire que parce que c'était lié à la qualification du Maroc, ça veut dire que ce sont des gens en séjour illégal. Et donc je trouve que cette déclaration est inappropriée dans ce contexte, en ce sens qu'elle met de nouveau de l'huile sur un feu qui n'a pas besoin d'être entretenu pour l'instant. Et donc je trouve ça tout à fait désagréable et inadéquat de faire ce type de déclaration maintenant, à cet instant. Et je voudrais rebondir sur ce que M. Meyer disait à l'instant, et je pense qu'il a raison, c'est que le temps judiciaire n'est pas celui du temps médiatique. Et ça, c'est peut-être une bonne chose. Et je trouve que parfois, justement, comme le fait M. Franken, de faire des déclarations comme ça dans le coup de chaud, c'est pas forcément le plus adéquat. Alors justement, par rapport à cela, vous ne réagirez pas au contenu politique, mais tout ce parasitage politique, est-ce qu'il complique votre travail? Je ne peux pas dire qu'il complique notre travail. C'est un élément avec lequel nous travaillons au quotidien. Le monde politique fait son travail, le monde judiciaire fait son travail. Les deux sont séparés, fort heureusement aussi. Il y a des législations, et notamment la Constitution, qui prévoit un degré d'indépendance de l'un par rapport à l'autre. Donc, on travaille dans un environnement où il se passe quelque chose au niveau politique, mais il se passe aussi des choses dans la société civile. On travaille dans cet environnement, on a l'habitude. Je ne pense pas que ça complique spécifiquement le travail. Il y a, oui, parfois des demandes auxquelles il faut refuser, mais ça ne complique pas spécifiquement notre travail, pas à l'heure actuelle en tout cas. Ben merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour faire le point sur cette question. Merci à vous deux.